Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver ce soir, du coup, pour ce tout nouvel épisode de Good Luck Have Fun en compagnie de Raphaël qui nous fait le plaisir de venir discuter de son métier, un métier que j'ai qualifié sur LinkedIn de l'ombre, un métier pourtant extrêmement important à la production de jeux, mais Raphaël en parlera beaucoup mieux que moi. Bonsoir Raphaël, comment vas-tu? Salutations, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va super bien. Je suis vraiment extrêmement heureux de te retrouver ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir sur cette émission. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui ne te connaissent pas déjà, te présenter rapidement en quelques mots à nous tous? Alors, en quelques mots, bah, salut, moi c'est Raph. Je vais rarement sur, le prénom Raphaël parce que je trouve que c'est trop long et impersonnel. C'est noté. Je suis quelqu'un de très simple, j'aime, prendre du plaisir à peu près à tout. Toujours là pour une petite discussion ou une petite blague, n'hésitez pas, toujours au plaisir du coup de la discussion. Alors, bah écoute, ça me surprend pas, les gens qui sont, et qui te connaissent déjà le savent que tu es toujours, ouvert à la discussion et ça fait aussi partie de ce que tu apportes également dans ton emploi. Mais avant de commencer, avant de s'intéresser du coup à ce que tu fais, j'aimerais que nous intéressions à qui tu étais et du coup tout ton parcours, en amont justement, de ton occupation actuelle. Est-ce que tu pourrais rapidement, nous dire et nous parler un petit peu de ta passion pour le jeu vidéo? Parce que j'imagine que c'est quand même l'un des points centraux, l'un des points forts de ton profil. Et voilà, nous retracer un peu comment tu as découvert le jeu et puis bah, du coup, quels ont été tes petits coups de cœur et ce que tu as pu en faire. Alors ma découverte des jeux vidéo, je crois qu'elle a commencé à la période de la PlayStation 1 avec, les petits jeux de démo, qu'on avait, du coup sur les petits CD, à l'époque, le C'est petit vrai. Tekken, Tombi et compagnie, c'est là où j'ai vraiment découvert, plus ou moins cette petite passion, enfin passion, plutôt vice on va dire qui s'est développé. Bah, C'est un des premiers jeux que j'ai joué étrangement, pour avoir, au final, atteint cette putain de société, dans laquelle je travaille, c'est, Rayman. ah bah C'est un oui. des premiers jeux sur lequel, j'ai vraiment découvert, plus ou moins, le plaisir d'avoir, la petite PlayStation. Petit Mhm. Rayman 2, une petite pépite pour moi, longuement, sous-cotée, et qui est, beaucoup dans l'attente, d'un petit retour, vraiment, à son panthéon comme il le mérite. Mais complètement. Bah, du coup, je comprends. Enfin, pour le coup, on a tous eu un axe d'entrée justement dans le jeu, notamment à travers bah, cette console, la PS1. Je vois dans le chat beaucoup de personnes qui rebondissent, qui parlent de Crash Bandicoot, Tekken, Babas qui nous dit que la PS1 c'est vraiment la meilleure console. Donc, je vois que tu n'es pas le seul à avoir eu comme axe d'entrée du coup la PS1. Et puis, c'est vrai que l'un des très très grands jeux d'Ubisoft, qui est quand même l'un des le plus gros studio de développement français en l'occurrence, c'est Rayman, une licence qui a été un peu oubliée, mais nous n'en parlerons pas ce soir, mais une licence qui est quand même extrêmement forte et qui a marqué évidemment beaucoup de nos enfances. Alors, et ben justement, donc le jeu vidéo a marqué un petit peu donc ton parcours évidemment, j'imagine. Est-ce que tu pourrais revenir sur tes études et nous faire peut-être en prenant un petit pas en arrière une review de tout ce que tu as pu traverser lorsque tu as passé ton bac? Bien sûr. Alors mon bac, pour ceux qui ne savent pas, je suis originaire de Guyane française, donc c'est là où j'ai fait, une grande partie de mes études avant d'arriver en France métropolitaine. J'ai, fait du coup, mon parcours scolaire, jusqu'au bac et une année, à la fac, là-bas. Mhm. J'ai remarqué, parce que ma fac était encore en cours de construction, que l'organisation et la capacité d'adaptation, d'un étudiant, se devait d'être, très, très forte, parce que l'organisation était, juste, très bordélique. On connaissait, nos salles, le jour pour le jour même, ce qui, est très bien. Il faut juste savoir se repérer dans les bâtiments, qui se ressemblent tous et qui sont bien sûr tous en construction. Complètement. Et du coup, alors, donc du coup, tu arrives dans cette université. Qu'est-ce que tu as fait comme licence exactement? Donc, quel est ton premier axe d'entrée dans cette nouvelle vie après le bac, du coup, et qui t'a emmené au fait aujourd'hui jusqu'à la personne que tu es? Alors j'ai commencé du coup par faire une première année de licence de langue étrangère appliquée en option, anglais-portugais. Enfin, on va pas se mentir, les options, qu'il y avait, comme choix d'études en Guyane française étaient, quand même assez Hmm. limitées. Donc,
pour ne pas, faire une année de césure à peine, le bac passé, je me suis dit que j'allais quand même tenter quelque chose et vu que j'avais une passion, déjà pour, l'anglais, mais que c'était pas la seule option, j'étais obligé de choisir une deuxième langue à côté, bah, j'ai fait, en anglais-portugais, du coup, j'ai fait ma petite année. À la fin de ça, j'ai eu l'opportunité de venir en métropole. Du coup, je suis arrivé, du haut de mes 18 ans. Je ne connaissais, rien, et pas vraiment grand monde non plus et c'est là que, on va dire mon parcours et un petit peu, mon choix en fait, enfin les 1 aspects de ma vie ont vraiment commencé. C'est mon arrivée en métropole, m'ont permis de me découvrir, m'ont permis d'obtenir de l'autonomie. Enfin, je suis parti, très loin et sans vraiment de support parce que ma famille est restée, là-bas. Donc je suis arrivé dans cette, grande métropole où, tout le monde court et tout va toujours trop vite, et avec, du coup, cette capacité, du Guyanais à, prendre tout à la détente, à la cool, bah, c'est vrai que le rythme était, complètement différent, les gens étaient complètement différents, l'ambiance. Et étrangement, ma capacité d'adaptation a fait que, surprise, this is your life now. Donc du coup, donc tu arrives en métropole après 1 an en licence donc, de langue étrangère, appliquée et alors arrivé une fois à la métropole, tu continues tes études en deuxième puis troisième année ou que se passe-t-il à ce moment-là? Parce que tu arrives dans une toute nouvelle vie, comme tu l'as dit, c'est vraiment pas simple puisqu'il y a quand même un enclavement, des territoires outre-marins, malheureusement qui ne sont pas assez supportés, par l'État français et puis donc tu te retrouves, de force, mais ça te fait du bien donc à la métropole et là, tu te retrouves confronté à de nouveaux défis, mais tu continues de poursuivre dans les études que tu avais sélectionnées et choisies? Tout à fait. Il y a quelque chose, qui m'a toujours défini, c'est, la capacité que j'ai de ne jamais abandonner quelque chose que j'ai commencé et de Mmh. toujours essayer d'aller au moins au bout, de quelque chose. Essayer d'avoir quelque chose de concret, parce que de toute façon, ça n'a aucune valeur si on abandonne un projet à peine commencé. OK, Donc, bien sûr. je suis arrivé, j'étais un petit peu perdu. Mmh. Je La première année était loin d'être évidente, parce qu'il fallait, en fait, créer des repères, créer, tout, en fait, tout un tas de réseaux, essayer de comprendre comment tout Bien sûr. fonctionne pendant que tout va trop vite. Quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis tout petit, mais que je n'avais pas l'opportunité de le faire, c'était des études en art et je me suis dit, parce que c'était sympathique, peut-être, la folie de la jeunesse, je me suis dit: «Mais pourquoi pas essayer de faire les 2?» Du Donc coup, faire une double licence en langue étrangère, mais également du coup, en art en art. plastique. D'accord C'est ça. Du et du coup, coup, comment mes est-ce que tu as premières réussi à années allier les 2? Alors mes premières années, en France métropolitaine étaient très sympathiques sur le fait que, j'avais très peu de temps pour moi-même, vu que je passais la majeure partie de mon temps à la fac. Entre, mes cours, qui commençaient à 8 heures du matin et qui finissaient vers 20 heures. Donc, j'avais à peu près cet axe de 20 heures jusqu'à 8 heures du matin de nouveau afin de pouvoir, juste profiter en fait tout simplement de cette découverte, de j'ai, fait ça à peu près donc pendant, 3 ans. J'ai continué, donc, les 2 dernières années, qui me restaient, de langue étrangère appliquée, jusqu'à atteindre ma licence et j'ai fait de même après pour, les arts plastiques. Ah OK, Du coup, d'accord, bah, c'est pendant 4 ans à peu près, c'était, plus ou moins un rythme assez soutenu sur lequel, bah, en fait, la vie était, quand même, bah, c'est la première fois où je peux dire en fait que, j'avais enfin, que je manquais de temps. Ce qui est à la fois un très bon signe et parfois aussi un peu fatigant, épuisant. Mais c'est extrêmement intéressant du coup de voir donc, ton premier axe d'entrée finalement donc pour la métropole et pour tes études, donc c'était en langue étrangère et en arts plastiques. Pour les personnes qui ont un peu suivi cette émission, ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui chez Ubisoft, même si, tu es quelqu'un d'extrêmement, cultivé. On en parlait juste avant ce live, donc, je pense que tu auras l'occasion de nous montrer en quoi tes études en arts plastiques t'ont servi et te servent encore. Mais donc du coup, je suis assez curieux, j'aimerais savoir, donc tu fais donc cette licence, cette même double licence. Et après tu commences du coup, tu te décides à te réorienter. Comment est-ce que ça s'est passé? Quel a été l'élément déclencheur? C'est, l'orientation, quoi, c'est professionnel ou, juste, en Ouais, fait, comment de mes études je suis arrivé là où j'en suis maintenant? exactement, nous parler un petit peu, voilà, de ce moment en fait, névralgique, ce moment où tu t'es dit: «Bah, voilà, je décide de me reconvertir, de retrouver un autre emploi».
Alors c'est, pendant, du coup, que je faisais mes études, à un moment donné, j'ai été confronté face à la réalité de la vie où il faut que je puisse également, financer, en fait, ma vie parisienne, le fait, Mmh. d'avoir, mon propre appartement, le fait d'avoir, mes factures à payer. Donc, pendant que je fais, mon double cursus, je me suis lancé en même temps, dans ma première expérience sur laquelle je suis resté 3 ans dans le monde, de la restauration où, j'ai travaillé du coup, alors avant d'arriver du coup là où j'en suis maintenant, j'ai fait, plusieurs reconversions. Donc d'abord une restauration. D'accord. J'ai découvert, les métiers du service à la personne, enfin du coup avec la restauration, un truc, très polyvalent qui te met en fait, face, à une, difficulté et une dureté en fait, par rapport au monde du travail, où il y a rien qui est évident et tout qui est à prendre en compte. Entre la sécurité, par rapport, aux clients, le contact, le relationnel, la prévision de, en fait, faire une gestion de tout ce qu'un restaurant a besoin pour pouvoir, fonctionner. Oui, complètement. Et en fait, j'ai grandi plus ou moins pendant 3 ans, dans ce cycle, où, en fait, j'étais à la fac le matin et au travail le soir. Et c'est du coup, je m'enrichissais humainement par rapport à à mes études en arts plastiques et je voyais que ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'aspect humain également que m'apportait mon travail, qui me donnait une nouvelle vision par rapport, à mes expériences et ma façon de voir les choses. Ce fait, en fait, d'être confronté à chaque fois aux gens, en fait, me permettait d'essayer de comprendre et de voir, en fait, la vie ou le monde à travers leurs yeux et c'est, ce que j'essayais de dépeindre, particulièrement, tout ça dans mon cursus, d'art plastique. Les langues étrangères, en vérité, je m'en suis pas vraiment servi comme un espèce de Mmh. tremplin dans mon expérience professionnelle. Elle m'a servi uniquement à, en fait, c'est juste, à un moment donné, j'étais très réaliste. Je me suis dit: tu fais des études en art, c'est très bien coco, mais ça va pas t'apporter grand chose et tu fais des études en langue, c'est très bien coco, ça va pas t'apporter grand chose non plus. Du coup, je me suis dit: «Bah, quitte à avoir les 2, quitte à rien avoir, autant avoir les 2». Et donc du coup, en fait, c'est vraiment extrêmement intéressant. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est la façon dont tu réussis du coup à lier ton emploi étudiant qui te permettait aussi, j'imagine, de subvenir à tes besoins, et qui donc du coup était aussi, bah, imposé, obligatoire et tu as réussi du coup à en tirer une inspiration pour tes travaux en arts plastiques et justement pour faire un parallèle entre donc l'humain, que tu servais ou du coup, ce service à la personne avec du coup la façon dont tu concevais l'art. Exactement. C'est, en fait, ce qui m'a toujours dicté ou tout ce qui m'a toujours intéressé, dans la vie plus ou moins, c'est, cet aspect humain, en fait, ce relationnel, le fait d'aller vers l'autre, parce que l'autre est une source d'inspiration et il apporte toujours quelque chose. C'est, une évolution constante, c'est toujours, en fait, ce qui m'intéresse par rapport, aux autres, en fait, c'est de voir leur réaction, de voir comment, un petit geste, une petite action, un mot peut interagir et en fait, changer, complètement, alors comment on va dire? Changer Un complètement u sentiment ou, exactement, un juste le sentiment, le une fait. expérience, une façon de voir la vie également, bien sûr. Je te laisse continuer, C'est hein, je ça. t'en prie. Du coup, j'ai travaillé en restauration donc pendant 3 ans et pendant 3 ans, j'ai Mmh. essayé de développer, cet aspect. Et à un moment donné, je me suis dit que mon diplôme en poche, que, j'allais essayer de faire quelque chose de complètement nouveau et je me suis lancé, dans, l'expérience, de prestation en tant que hôte d'accueil et j'ai eu, la particularité, pas d'être, dans un accueil général, standardiste et autres, mais d'être directement hôte d'accueil majordome, du coup, qui était complètement différent. C'est un changement radical que j'ai fait entre, un travail en restauration où je suis, plus ou moins dans une classe sociale, qui est très, standardisée Mmh. et j'ai fini en fait, en tant que d'accueil majordome pour une boîte de conseil en affaires et finances, Bain& et compagnie, qui est, classée à peu près deuxième ou troisième leader mondial dans le domaine. Donc c'était, vraiment, une expérience, complètement différente avec une clientèle complètement différente et des gens, également avec un parcours et dans l'attente d'un service, d'une qualité, beaucoup plus huppée.
OK et donc du coup, en fait, donc alors après ton parcours étudiant et du coup ton expérience, dans la restauration, tu décides donc, de te réorienter en quelque sorte, mais toujours en fait dans l'accueil et dans, et toujours au service de l'humain et du coup, je suis curieux de savoir comment donc après cette expérience-là, as-tu réussi à trouver et à rebondir pour arriver aujourd'hui, chez Ubisoft? Alors, cette anecdote, elle est, quand même assez drôle et justement en rapport avec, les jeux. C'est le du coup, pendant mon expérience d'accueil majordome, le covid a frappé et comme il a mis un frein, à toute activité, la mienne, Bien sûr. n'y a pas, échappé et pendant, qu'on était justement en confinement, ça m'a permis de me remettre, sur, les jeux vidéo et notamment un, qui, dicte un petit peu, mon parcours et ma vie, en tant que joueur depuis 2010, c'est World of Warcraft. C'est tombé, pile sur la sortie, du reboot de l'arc classique, donc avec, les premières expériences du jeu et pendant, cette expérience, j'ai rejoint une guilde sur laquelle j'ai pris, plus ou moins, des responsabilités en tant qu'officier, et donc j'avais la gestion d'un roster de joueurs où, je devais apporter, en fait, mes connaissances, essayer de faire en sorte que les équipes, elles fonctionnent, correctement, que toutes les informations passent, que les stratégies, soient acquises et du coup, à force de jouer avec les mêmes personnes, pendant 6 mois, 1 an, au fur et à mesure des confinements, j'ai eu la possibilité de tomber sur, enfin, il y a une personne qui était, dans les équipes RH, du coup, d'Ubisoft, qui a fait passer mon CV en interne, en fait, en voyant, en fait, ma capacité de pouvoir gérer justement, tout cet aspect humain, cet aspect relationnel, et par rapport à mes expériences passées. Non, non, attends, que je sois bien sûr de comprendre. Tu avais rencontré cette personne sur WoW et c'est Ouais. à travers du coup tes compétences que tu as su mettre en place pour gérer ta guilde que tu as réussi à obtenir un job chez Ubisoft. Mais c'est génial comme histoire! Enfin, WoW, LinkedIn 2.0 ou? D'accord, Alors super alors intéressant. Je te laisse continuer, pardon, juste, c'est incroyable comme anecdote. alors cette anecdote en fait et c'est en plus, je peux me targuer d'être la seule, à l'avoir au sein de la boîte, c'est qu'elle a créé en plus, après, en interne au sein des équipes RH, une capacité à, pouvoir trouver des nouveaux talents en fait, d'une façon complètement différente. C'est du coup, par rapport aux jeux, et autres, c'est quand on cherchait donc, pour, le nouveau bâtiment qui a pris pied, en 2020, du coup, pour le Floresco et c'est là où j'ai été, en fait, intégré au sein des équipes, des services généraux, de Ubisoft en tant que technicien workplace. Mais alors je vais venir et creuser un petit peu du coup sur, ton expérience sur WoW parce que je pense que ça nous intéresse tous ici. On est conscient qu'aujourd'hui le jeu vidéo peut être vecteur de compétences, on le sait, et ça peut nous permettre de nous développer aussi bien, personnellement que professionnellement, à ce que je vois et je pense que tu n'es pas le seul. Bon là, c'est un cas extraordinaire quand même, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Mais quelles sont les compétences finalement que tu avais réussi à déployer sur WoW lorsque tu as, géré cette guilde en tant qu'officier? Et comment est-ce que ça t'a permis justement de rebondir et d'aujourd'hui travailler chez Ubisoft? C'est alors en fait, les compétences que j'ai acquises sur WoW, en fait, c'est plus du relationnel, en fait, c'est un petit peu de la gestion que j'ai acquis, plus ou moins par rapport à mes études et Mmh. plus par rapport, à la restauration, où à chaque fois, en fait, on était toujours en travail, avec le travail en équipe, à essayer de garder la même énergie, la même volonté, avec, nos collègues, en fait, de pouvoir, faire en sorte que la journée se passe dans les meilleures conditions possibles, à essayer, d'être bon au niveau de la communication pour que tout fonctionne correctement, entre les personnes en caisse et en cuisine. Ça a été la même chose, par rapport à mon métier d'accueil majordome où, il fallait gérer tout un aspect humain également, le service à la personne, essayer de faire en sorte que la meilleure, en fait, énergie et essayer de vendre, en fait, le meilleur service possible. Pour World of Warcraft, en fait, ça a été un petit peu ça. C'est d'essayer de mettre en pratique également mon expérience et en me disant que si je voulais être géré par quelqu'un, en fait, c'est l'énergie et c'est exactement ce que j'attends de l'autre et du coup, je me suis dit que j'essaierais en fait d'être une version, en tout cas que moi j'aimerais, pour, être motivé, me connecter en fait au quotidien, savoir que si cette personne est là, tu vois? Genre, c'est en mode j'ai envie de me dire en mode: «Let's go, c'est parti», c'est en mode, jusqu'au bout de la nuit, c'est juste incroyable. Et bah, enfin,
C'est fou, c'est vraiment je suis choqué de ce que tu nous racontes parce que quand même je pense que tu es la première personne j'avais déjà discuté avec quelqu'un qui était très engagé dans une guilde sur WoW et qui m'avait raconté, qui m'avait expliqué à quel point ça lui avait été bénéfique. Mais du coup ça se reconfirme en fait, hein, nos compétences que l'on développe sur le jeu peut demain nous servir, dans la vie de tous les jours. Ça dépend de la façon dont on présente, évidemment et dont on met en fait en branle, bah, du coup ces expériences annexes et c'est vraiment, extrêmement positif. Alors, pour reprendre un petit peu le cours de l'interview, donc 2020, Covid oblige, tu recommences WoW et tu trouves ce nouveau taf pour Ubisoft. Tu arrives dans les nouveaux locaux d'Ubisoft à Saint-Mandé, du coup, dans le bâtiment Le Floresco. Et que se passe-t-il? Donc, du coup, quel est ton métier et quel est ton rôle, du coup, ton nouveau rôle au sein d'Ubisoft? Alors c'est en décembre, j'ai rejoint Ubisoft. Avant d'arriver sur le Floresco, j'étais sur, un des 2 autres bâtiments qu'on a, dans la région montreuilloise, sur, Carrel où, j'arrive dans le site et le site, c'est une muraille de carton. Le déménagement, du site est en pleine préparation et du coup, moi, j'arrive, dans une boîte de jeux vidéo et bien sûr, il y a aucun rapport avec le jeu vidéo. C'est juste, l'organisation du coup, je suis arrivé, dans un moment névralgique en fait, où, le Floresco prenait vie et il fallait en fait, donner tout ce qu'on avait pour pouvoir, faire la transition d'un site à un autre. C'est, en tant que enfin, du coup, j'ai géré toute l'organisation, pratique avec, les équipes, sur place. Du coup, du transfert de mobilier, transfert de matériel. Enfin, ça, c'était du coup de Carrel à Floresco et au Mhm. Floresco, c'est là où, toutes mes fonctions ont pris, vraiment, pied, où on a mis en place, et installé tout le mobilier, du coup, et enfin tout le mobilier pour que le personnel et les collaborateurs puissent, enfin s'installer, sur le site. Cette transition a pris à peu près, 2 mois, le temps que tout soit effectif, et que tout soit en place et c'est à partir de ces 2 mois que, mon poste a vraiment également, commencé à devenir en fait, enfin à prendre de l'intérêt et à avoir vraiment de la valeur dans cette gestion humaine. Du coup, 2 mois plus tard, le Floresco prend vie, tous les collaborateurs en sont grandement en retour et c'est là que mon travail commence plus ou moins sur la gestion de 2 étages de collaborateurs, entre le deuxième étage et le cinquième étage dans un premier temps. Mon travail consiste, en tout cas il consistait plutôt, c'est à, m'assurer, que toutes les installations techniques, que en fait, que tout soit simplifié ou en tout cas, que je fasse en sorte que tout soit, correct pour que le collaborateur, qui, travaille sur, tous les autres aspects puisse travailler dans les meilleures conditions et ne se pose pas de questions par rapport au fonctionnement d'une boîte, à proprement parler. Du coup, c'est, entre la gestion des salles de réunion, m'assurer que tous les matériels, techniques, audio, visio, soient fonctionnels, que le mobilier soit en place, qu'il soit, opérationnel également. M'assurer, de la tenue des cafétérias, du réassort, de matériel, c'est entre les fontaines à eau, le café, en fait, que tout ce qui n'est pas visible à proprement parler soit en fait, opérationnel. Du coup, entre la gestion, de tout ce qui est, me enfin, alors support technique, et également avec, les prestataires pour pouvoir assurer d'un bon déroulement et d'un bon développement, Au au sein quotidien. OK, c'est extrêmement intéressant. En fait, du coup, tu t'occupes vraiment de faire en sorte que le collaborateur, en l'occurrence, puisse produire son jeu ou travailler du coup, parce que c'est principalement des équipes support, au Floresco chez Ubisoft, mais du coup puisse s'occuper, de ses fonctions et que donc du coup derrière, il y ait vraiment, aucune aspérité, donc la personne puisse profiter pleinement des locaux. Et qu'est-ce que ça consiste du coup? Parce que c'est quand même extrêmement intéressant. En quoi consiste, par exemple, une journée classique pour toi, quand tu es au Floresco? Et comment est-ce que tu fais aussi pour t'adapter aux besoins de chacun, parce que ça demande une très grosse flexibilité, j'imagine, donc ça veut dire que tu as dû développer quelques compétences. Alors, tu nous en as déjà parlé, le service à l'humain, c'est quelque chose qui te tient à cœur, mais comment est-ce que tu as fait pour mettre en place tout cela lorsque tu étais chez Ubisoft? Alors le multitask, c'est tu apprends à développer, cette capacité à pouvoir gérer et en tout cas avoir un visuel, sur, tout un tas d'informations qui, ne pourraient enfin qui, ne pour les gens en dehors, de ce métier en fait, ne font vraiment pas attention.
Enfin, du coup, c'est généralement quand tu rentres dans une salle de réunion, tu te poses pas la question de savoir si tu as des feutres, si, tu as de quoi effacer ton tableau, si, ta visio ou, ton audio va passer correctement. Moi, Ouais, mon complètement. taf, à proprement parler, c'était vraiment de m'assurer que tous les aspects, soient disponibles. On avait également, on a également un système, de tickets où, les collaborateurs peuvent faire des demandes pour, pouvoir avoir, du matériel, supplémentaire à disposition autre qu'un bureau, une chaise, et que le matériel informatique. Du D'accord. coup, on avait, ça également, enfin, du coup, les demandes des collaborateurs sont faites, via service de ticketing et nous, notre travail au quotidien, c'était de vérifier justement les demandes entrantes et de s'assurer, de pouvoir y répondre dans les meilleurs délais. Du Beh, coup, ça pouvait passer sur, le fait, d'apporter du matériel, enfin du coup, mettre, du papier dans les imprimantes, aller, changer les bouteilles, enfin mettre du gaz dans les fontaines à eau, s'assurer que les machines à café soient opérationnelles ou auquel cas, mettre des signalétiques, et prévenir les prestataires, en question pour, des demandes d'intervention. S'assurer, que les chaises que les chaises ou le mobilier dans les salles de réunion ou, dans les salles, de conférence, soient également disponibles. Et après on avait aussi, cet aspect, de vie à proprement parler dans le Floresco où on était, en je je me fais tu lis les commentaires dans le chat peut-être et tu vois du non, coup, non, enfin c'est je me fais spam après sur Discord. ah d'accord, OK, très bien, très bien. Non, Heu, c'est du coup, on avait également aussi, toute la gestion, événementielle à devoir mettre en place où, on n'avait pas encore de service à proprement, enfin du coup, qui était pas encore, bien, engagé et du coup, mmh tout ce toutes ces demandes en fait, étaient inhérentes à nos fonctions. Du coup, à chaque fois qu'il y avait des besoins des équipes com, des équipes CSE et autres, de mettre en place, des grands espaces par rapport, à, des réunions ou à des besoins, c'était, inhérent du coup à notre fonction. Je m'apprête à faire une figure acrobatique pour présenter ton métier, en fait, mais on pourrait presque dire qu'il y a les producteurs de jeux qui font en sorte que le joueur ne ressente rien quand il joue à un jeu et qu'il ait le sentiment, d'être finalement complètement, immergé, enfin, en immersion dans le monde de jeu et toi, tu fais en sorte que, du coup, les producteurs de jeux ne se rendent compte de rien en leur donnant tous les moyens, au quotidien pour qu'eux mêmes ne ressentent pas les aspérités du réel, finalement. Si j'ai bien compris. En gros, tu produis C'est l'expérience des producteurs de jeux et des personnes qui travaillent sur le jeu de façon plus concrète. exactement. Bah, d'ailleurs le fait, que enfin, le métier en général, des services généraux, c'est un peu un métier de l'ombre et le fait que le collaborateur lambda ou que la personne qui fasse la demande ne se rende pas compte que le travail a été fait est un gage de qualité en fait et par rapport au service, qui fait que, si tu te poses pas la question, de quelque chose, enfin de comment ça a été fait et que tu réalises juste que ça a été fait, bah, en fait, c'est juste là, que prend vraiment, tout notre métier, où on a su du coup, anticiper les besoins et réagir, au moment donné pour éviter justement qu'une demande, puisse apparaître. C'est vraiment, vraiment extrêmement intéressant et c'est comme tu le dis, c'est un métier qu'on connaît trop peu parce qu'aujourd'hui, bah, quand on parle du jeu vidéo, on parle d'abord des figures très connues, les streamers, les joueurs e-sport, celles et ceux qui ont de la visibilité. Puis après, on parle des fonctions core, c'est-à-dire ceux qui développent, qui produisent le jeu. Et puis ensuite, on parle parfois de façon assez discrète, mais on parle aussi des fonctions support. Et on ne parle quasiment jamais de celles et ceux qui font en sorte que les expériences de toutes ces équipes, en fait, puissent être les plus transparentes possibles et qui s'assurent en fait de la qualité de la vie sur le lieu de travail et qui font en sorte justement que l'humain se sente bah, bien au travail pour pouvoir produire, mais aussi du coup pour pouvoir tout simplement vivre correctement. Et Raphaël, tu le sais, je te l'ai mentionné juste avant ce call, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des petits messages sur LinkedIn pour me dire ouais, Raphaël est incroyable, c'est trop cool qu'il vienne discuter. Dans le chat, je vois que tu as aussi des personnes qui sont extrêmement investies, Zoé par exemple. Mais donc du coup, en fait, ton métier, c'est aussi développer et créer du lien humain avec les personnes qui travaillent et les accompagner au quotidien, du coup. Tout à fait. Alors moi, j'ai toujours, mis un point d'honneur, à essayer de donner la meilleure satisfaction client, possible. Du coup, à chaque fois que j'avais une demande qui apparaissait ou à chaque fois que je passais en fait, au niveau des couloirs,
j'avais, cette capacité ou en tout cas, cette envie de partager mon énergie et d'essayer de récupérer, celle des autres. Je me mettais comme objectif tous les jours déjà d'apprendre, au moins 2 à 3 noms de collaborateurs que je ne connaissais pas, pour essayer de rendre le truc beaucoup plus personnel. Du coup, à chaque fois que j'avais besoin d'interagir avec quelqu'un, je pouvais directement en fait interagir avec, en fait, en lui donnant son prénom plutôt qu'à chaque fois essayer de tâtonner, en me demandant en mode: «Est-ce que Paul ou Jacques se trouvent, à ce floor?» En fait, du coup, j'ai toujours essayé de faire ça et surtout le plus, enfin, en fait, celui qui avait le plus de valeur pour moi, c'était de passer à chaque fois et de m'assurer de dire au moins «bonjour» une fois à chaque personne que je croisais. C'est tellement de enfin tellement de d'implication dans ton métier et puis du coup on apprend sur le chat, avant de passer, au prochain topic de cette interview que tu étais le coparrain du pingouin pastèque, de Zoé et que donc du coup c'était une mission extrêmement importante, à tes yeux j'imagine? Alors, ce pingouin pastèque, c'est Raconte-nous un encore une peu autre cette histoire. histoire. Alors, c'est une c'est une petite peluche, du coup, qui était apparue, à un moment donné, au niveau de notre floor, sur le pôle workplace, qu'on avait au deuxième étage, du coup, où était, centralisé mon bureau. Il était, sur une petite table, coop, du coup, qui pouvait être utilisée par tout le monde. Il avait, quand même pour, petit avantage d'être, assez volumineux et du coup, assez flashy parce qu'une pastèque, c'est rose et c'est la fraîcheur. Un pingouin, c'est mignon, un pingouin en rose, c'est encore plus mignon. Un pingouin dans une pastèque, c'est le summum. Du coup, à un moment donné, avec Zoé, je crois que plusieurs tentatives, d'enlèvement se sont passées dans sa tête avant qu'elle réfrène, ses envies et ses pulsions à chaque fois de le dérober. D'accord, d'où l'histoire du Et fameux et et pingouin. à ter C'est ça, et à terme, nous avons, quand même établi quelque chose où, nous faisons une garde partagée de ce fameux pingouin, qui va faire des petites transitions entre le deuxième étage et le rez-de-chaussée, là où sont mes nouveaux bureaux. Mais alors, c'est bravo, tu viens de faire la transition à ma place pour l'interview parce que du coup, j'allais justement te dire, entre-temps, tu as changé de fonction au sein d'Ubisoft et donc aujourd'hui, tu n'as plus ce même rôle qui est celui d'accompagner l'humain et de faire en sorte que l'expérience collaborateur dans l'entreprise de jeu soit la plus fluide possible. Tu t'occupes d'un autre aspect extrêmement important qui lui aussi permet à l'organisation de fonctionner. Tu es Workplace Logistics spécialiste. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer en quoi est-ce que ça consiste? Yes, tout à fait. Alors, déjà donc j'ai fait 2 ans en tant que technicien workplace. Du coup, j'ai essayé d'apporter, le maximum, par rapport à ma fonction et au bout de ces 2 ans, en fait, il y a eu la possibilité d'intégrer, l'équipe en faisant un step up, dans la chaîne hiérarchique. Du coup, je suis passé de spécialiste à, enfin de technicien à spécialiste et dans l'équipe que j'ai rejoint, c'est l'équipe logistique. Du coup, tout ce qui est, kiosque colis. Enfin, du coup, ouais, j'ai rejoint, l'équipe en fait, logistique qui est, principalement axée sur tout ce qui est, réception et transport de marchandises. Je suis arrivé dans cette équipe là, ça va faire maintenant, bientôt 1 an et du coup, mes fonctions, elles ont, complètement changé. Mon scope a changé et étrangement, cet aspect humain, n'a fait que se développer, beaucoup plus, par rapport à l'intégration de cette fonction où je suis maintenant beaucoup plus en contact avec, les différentes équipes par rapport aux besoins pour, les expéditions, la réception, des colis et la distribution, bien sûr, de tout un tas de petites choses qui font plaisir. Alors, justement, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'en fait, en tant que collaborateur chez Ubisoft, mais dans toutes les boîtes, on a toujours eu accès, du coup, à cette, pardon, je me fais spammer dans le chat par une personne qui, je ne doute pas de sa bienveillance, mais qui essaie de me faire cracher une histoire. On reste concentré sur le sujet de cette émission, le jeu vidéo et l'humain au cœur du jeu vidéo. Mais alors du coup, Raphaël, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Tu viens déjà de faire un petit résumé, mais c'est vrai qu'on ne voit souvent que la partie visible de l'iceberg, le moment où on reçoit notre colis. Ça peut être aussi bien parfois eh bien, une contribution de l'entreprise qui peut faire un cadeau à ses collaborateurs quand un nouveau jeu sort par exemple. Ça peut être des colis qu'on commande personnellement. C'est parfois aussi des colis dont on a besoin. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre dans la gestion organisationnelle de la logistique en tant que workplace logistique spécialiste? Alors ma fonction en tant que workplace, spécialiste logistique, ça a été dans un premier temps de mettre en place,
tout le système, qu'on a actuellement sur la distribution, la réception et la communication avec les collaborateurs, mais également avec, les différents sites, que nous avons, dans la région montreuilloise. On a, en fait, quand je suis arrivé, l'équipe était complètement en reformation et du coup, en fait, on est parti un peu à zéro où tout était à faire, où tout était à reconstruire. Ça m'a permis, en fait, de récupérer enfin de gagner en compétences, très vite, de voir quels étaient les besoins, quelles étaient les limites par rapport à mon métier, de voir en fait comment se passait, en fait tout ce champ de réception de marchandises, de distribution, de faire en sorte, également, de gestion d'événements où, en fait on est un point névralgique qui, permet en fait, la réception, la distribution et en fait enfin je suis en train de me répéter donc Non, mais t'en fais pas, mais continue, en fait, c'est la répétition, en c'est fait, on a un important, hein. point névralgique qui Mmh. permet en fait, de faire en sorte que la vie, de la boîte ou en tout cas, des besoins des collaborateurs, puissent se faire, de manière correcte. Par exemple, alors l'exemple que je peux donner, c'est une sortie de jeu. En fait, c'est tout le travail qui est derrière qui est très intéressant. C'est avant, que le jeu puisse sortir, que c'est, un travail qui se passe, on va dire 2 semaines avant la sortie du jeu et 2 semaines après la sortie du jeu. 2 semaines avant la sortie du jeu, on va, faire la réception du coup de tout ce qui est marchandises, inhérentes, au jeu en question. On va recevoir tout ce qui est PLV, on va recevoir tout ce qui est poster, on va recevoir, tout ce qui est figurines, goodies, et tout matériel du genre. Mmh. Et après, une fois qu'on reçoit tout ça, en fait, on doit mettre, faire en sorte de distribuer ou de donner tout ce matériel aux, bonnes équipes et aux bons collaborateurs. Du coup, ça, c'est, le l'avant. C'est mettre à disposition, du coup, tout ce qui a été récupéré ou tout ce qui est à distribuer. Principalement chez Ubisoft, donc, c'est, les sorties de jeux, du coup, c'est, donner aux collaborateurs par rapport aux commandes qu'ils font en interne des jeux et de s'assurer que les jeux soient reçus et soient distribués le jour J. Et du coup, après, une fois ça, c'est, généralement, pour, les triple A, c'est, une organisation qui se fait, un mois en avance, Mmh. pour essayer de voir, comment on va s'organiser, la manière la plus fluide de faire la distribution pour faire en sorte que tout se passe de la manière la plus rapide pour le collaborateur qui vient chercher. OK. C'est, pour pas, créer de fil, pour essayer de rendre le truc le plus fun. Du coup, généralement, on essaye de dynamiser un peu l'espace, essayer de mettre un petit peu de décoration, voir s'il y a des events en interne également pour pouvoir, essayer de jouer dessus. Principalement avec, des énigmes, qui pop, à gauche, à droite, dépendant du jeu en question. Motorfest, nous a permis de faire venir des voitures, sur le Floresco et faire des espèces de tests, de stands de Ferrari, de voir, Tu les t'occupes véhicules aussi en question. tu t'occupes aussi du coup de l'organisation de ce genre d'événement? Motorfest étant du coup le dernier jeu, The Crew sorti par Ubisoft il y a maintenant un mois et demi environ. Un jeu assez populaire dans lequel en fait, on fait de la course, principalement pour celles qui ne connaîtraient pas. Alors, c'est plus que m'occuper de la gestion de l'événement. En fait, moi, mon travail consiste à mettre en relation à mettre en relation le collaborateur avec, les, avec ceux qui font, en fait, la gestion des événements. Tout passe par la logistique. Du coup, en fait, tout le monde, que ce soit les prestataires, les collaborateurs, les livreurs et autres, tout passe, d'abord entre nos mains avant d'être, mis en relation avec, les bons clients internes. C'est du OK. coup, nous, on est, principalement en fait, on a cette fonction distribution, réception de marchandises, mais également, de team de communication et support. Du coup, où on doit en fait, être en permanence en contact avec les différentes équipes, que ce soit la com, le CSE, les équipes de prod, les équipes, en interne, principalement le brand marketing, qui reçoit beaucoup d'éléments, le manufacturing également qui reçoit, beaucoup de PLV ou, de c'est PLV et tout, goodies, séparés. PLV, tu peux préciser s'il te plaît de quoi il s'agit? La PLV du coup en fait, c'est, toutes les, images qui peuvent, qui découlent, du coup des jeux. En général, c'est OK. les espèces de petits cubes, par exemple, de Mario qu'on a, du coup en physique. C'est les petits bonhommes en carton également. En fait, c'est tout ce qui, touche à la présentation et à l'image, même du jeu,
en fait, de ce qui a été décidé en interne par les équipes, design et prod, de à quoi ils veulent, que le jeu ressemble ou en tout cas donner le visuel en physique de ce qui s'attend. OK, donc du coup, c'est quand même énormément de travail. Je pense qu'on s'en rend beaucoup plus compte maintenant parce qu'en plus, tu as parlé de l'avant, du pendant, mais il y a aussi un après de ce que tu nous dis. Exactement et le après du coup, en fait, c'est, toutes les équipes, autres que les équipes de prod, c'est, alors c'est avant également, c'est avant, après, c'est un peu un mix des 2. En fait, c'est, s'assurer du coup, que tous les youtubeurs, les streamers, les influenceurs et autres puissent recevoir en amont pour pouvoir ériger des critiques, pour pouvoir, également avoir des reviews, enfin et du coup, des tips par rapport au jeu, où on s'assure de pouvoir envoyer des samples, de nos jeux, de nos musiques, et de tout élément, divers du coup à ces influenceurs pour pouvoir, en fait, que le jour J, le jour de la sortie, puissent, avoir eux, également une sortie, d'articles, enfin du coup d'articles, de réactions qui, permettent en fait d'encenser, nos jeux et de faire en sorte de faire leur promotion. Et le après en général, c'est principalement, du coup pour les équipes qui font les jeux concours, donc les équipes de communication, les équipes, des, enfin social media. Tu as le brand marketing, tu avais la filiale France, qui, fait également beaucoup de jeux concours. En fait, c'est tout un, système également, de samples, de goodies, qui sont mis à disposition par des équipes pour que nous puissions ensuite faire les expéditions, que ce soit, en France métropolitaine ou, même pour des studios à l'étranger ou des particuliers, dans d'autres villes, en fait, dépendant des gagnants, que nous avons, de ces fameux, en fait, du coup, de ces fameux concours. Alors, c'est vraiment extrêmement intéressant que tu mentionnes ça parce que du coup, en fait, c'est vraiment ton activité, c'est le cœur névralgique aujourd'hui de la diffusion du jeu vidéo parce qu'on parle, enfin, c'est assez intéressant. Même moi, et pour le coup, regard critique sur mon rôle d'interview, enfin, d'host aujourd'hui parce que je ne savais même pas l'étendue de ton métier. Alors même que je me suis renseigné, évidemment, qu'on a déjà discuté ensemble, etc. En fait, tu t'occupes vraiment aussi bien en amont qu'en aval de l'intégralité de ce qui concerne la communication, pas nécessairement dans le sens communiquer, mais dans le sens transmettre plutôt, toute la communication entre les différents studios, entre le studio et les publics, donc notamment streamers, influenceurs, etc., mais également le public final qui est le consommateur qui va acheter le jeu à la fin. Tout à fait. C'est, du coup, nous, on est vraiment, là pour faire la gestion et pour faire, en sorte, que ce lien, en fait, tout ça dans le principe de pouvoir faciliter la tâche du collaborateur. C'est le collaborateur arrive, il a un besoin et nous, on doit pouvoir répondre à ce besoin et le faire de la meilleure des façons possibles. C'est, C'est du coup, il y a ça par rapport, du coup, au jeu, mais également par rapport aux événements comme, le forward que nous avons, eu du coup à Los Angeles, mais également, dans les stands que nous pouvons avoir dans des écoles, à Paris, enfin la PGW. C'est, de s'assurer du coup que tout soit à disposition et que tout transite d'un site à un autre ou que tout matériel en fait qui soit à disposition pour, s'assurer du bon fonctionnement de l'événement arrive en temps et en heure. Alors pour les personnes qui nous écoutent en podcast, l'Ubisoft Forward, c'est la grosse conférence annuelle qui présente tous les nouveaux projets de jeux d'Ubisoft. Et la PGW, c'est la Paris Games Week. D'ailleurs, justement, on peut en parler puisque ça arrive dans une semaine, je crois. Donc j'imagine que c'est un travail qui est en cours de ton côté, Raphaël, pour s'assurer que du coup, toutes les équipes qui seront sur place pour la Paris Games Week auront le matériel nécessaire et disponible pour accueillir les joueurs de la façon la plus pro possible. Exactement. C'est par exemple, la PGW du coup commence, à partir du 1er novembre et nous, nous devons nous assurer, du coup, de l'arrivée du matériel dans les meilleures conditions possibles et dans le meilleur délai pour que les équipes en interne puissent également, assurer, l'installation l'installation du coup, de l'espace qui nous est alloué, que tout soit fonctionnel, pour pouvoir permettre en fait aux joueurs et aux consommateurs, de pouvoir, profiter de cette expérience. C'est là, du coup, par rapport, à la PGW, moi je suis en contact à l'heure actuelle, avec, des sociétés de transport pour pouvoir déjà, nous assurer de l'expédition de notre matériel de notre site, jusqu'au parc des expositions, mais également, de prévoir en amont le retour de ce fameux matériel à la fin de la Paris Games Week.
C'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'en fait, c'est un métier bien plus divers, mais j'imagine également très complexe, non? Du coup, gérer l'intégralité de ces relations parce que du coup, on en parle beaucoup, c'est gérer des relations avec des entreprises externes, avec des collaborateurs internes. J'imagine qu'à certains moments, ça crée des tensions potentiellement au niveau de la réalisation et j'imagine que ça doit être compliqué parfois de savoir naviguer, justement entre les différentes demandes et requêtes, de tout le monde? En fait, c'est surtout la capacité à savoir faire un suivi et à savoir multitasker. Au début, en fait, les difficultés que j'avais par rapport à ce métier, c'était, d'essayer de freiner mon envie de vouloir bien faire et d'essayer de le faire le plus vite possible, à celle d'être le plus efficient possible. Mmh. Essayer de dire oui à toutes les demandes, est juste impossible parce que du coup, c'est un travail que tu fais en équipe parce que tout seul, c'est ingérable, par rapport à la dose de travail, que cela implique. Autre que les expéditions, la préparation des expéditions et s'assurer, que les informations, soient correctes. Essayer de trouver, la personne, du coup, à contacter, la personne à qui distribuer, l'information, les collaborateurs qui viennent récupérer également, leurs, colis professionnels et personnels. Ah oui, c'est aussi une partie du coup, du travail que nous faisons aussi, au sein de la logistique, c'est, la réception de colis personnels, du coup des collaborateurs, qui est un service qui a été mis en place pour pouvoir, leur permettre de recevoir, sur site pour, faciliter, du coup l'expérience, des colis perso. Et également, on fait la réception de tout colis professionnel, du coup, colis qui sont faits par les collaborateurs, pour leur permettre de travailler correctement et avoir le meilleur matériel. Du coup, nous, on réceptionne tout ça et on est en contact avec les équipes, achats pour pouvoir assurer aussi le suivi de toutes ces expéditions et toutes ces réceptions. Du coup, c'est tout un système d'inventaire, tout un système de traçabilité, de tracking, de reporting également. OK, donc en fait, c'est vraiment l'activité donc pour résumer tout ce que tu viens de nous partager et c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est l'activité névralgique, de la logistique en fait, d'une boîte. C'est-à-dire, aussi bien ça s'intéresse aussi bien au jeu qu'à l'expérience collaborateur, qu'à la relation entre les équipes, mais également la relation entre les équipes d'Ubisoft en interne et les partenaires et des prestataires externes pour justement s'assurer que toujours en fait, l'expérience puisse être optimale à la fois pour les collaborateurs, mais également pour les joueurs. Et donc c'est vraiment, extrêmement intéressant. Raphaël, je sais que évidemment, au-delà de ton métier, tu es aussi quelqu'un qui est particulièrement passionné par le jeu. On en discute souvent ensemble quand, je stream sur, d'autres supports, qui n'ont pas rapport avec, cette émission ce soir. Je sais que tu es quelqu'un aussi de très impliqué. Est-ce que tu aurais envie de nous partager ta passion pour le jeu ou de faire un petit point sur ce point-là, enfin sur cet aspect-là de qui tu es, de ta personnalité, ta passion pour le jeu? Alors, c'est dans le jeu, ce que j'ai toujours aimé, en fait, dans le jeu, c'est, tout ce qui est cet aspect narratif, cet aspect, de relation entre le jeu et le joueur. J'ai toujours aimé, tout ce qui était RPG de base, qui était vraiment, en fait, cette espèce de découverte d'un univers, par les producteurs où il fallait, en fait, où tu voyais ton personnage évoluer au fur et à mesure, de l'histoire, qu'il, découvre des trucs, c'est il pa enfin, tu as des puzzles à devoir, remplir, ton histoire, en fait, prend vie plus ou moins. Ça, en tout cas, ça c'était, de base. J'étais très fan des RPG et après, je suis tombé, en fait, sur tout un système de jeu narratif, principalement du coup, sur un jeu qui a changé, toute ma conception et ma vision, du jeu vidéo ou en tout cas la façon de faire du storytelling, c'est Detroit Become Human Un jeu que qui, nous avons fait, sur cette chaîne. que nous Terriblement avons fait terriblement mal exactement. fait, mais que nous avons essayé de finir correctement. Et donc du coup, pourquoi est-ce que ce jeu t'a marqué particulièrement, t'a impacté à travers son storytelling? Qu'est-ce qui t'a, choqué positivement dans ce jeu? Ce qui m'a choqué positivement, en fait, c'était cette capacité à pouvoir à mettre, plus ou moins l'humain au cœur, de l'intrigue, alors que l'humain est absolument pas du tout au cœur de l'intrigue. C'est de base Detroit Become Human, pour ceux qui ne savent pas, c'est, l'histoire, de 3 androïdes ou en tout cas, on va suivre l'histoire de 3 androïdes qui ont, des vécus et des expériences complètement différentes, de par les milieux dans lesquels, ils sont supposés évoluer. Et du coup, ils sont confrontés parfois à des choix et par rapport à des décisions qu'ils doivent prendre qui, va faire en sorte, que dépendant des actions choisies par le joueur, va plus tendre, par rapport à une réaction typiquement humaine ou une réaction typiquement, dénuée de tout sentiment, juste, dans le bon sens, d'accomplir, d'accomplir du coup, la tâche pour laquelle, il est destiné.
Ce que j'aimais en fait, c'est la possibilité de pouvoir faire le test de tout un tas de choix possibles, de voir également, comment chaque, action choisie par le joueur, a apporte en fait, en fait toute une chaîne, de réactions, complètement disproportionnée ou en tout cas, qui peut très vite, partir complètement en vrille. Mmh. On en a fait l'expérience ensemble. On aurait essayé de sauver Hank, mais ça c'est un autre problème. Ouais, mais du coup, c'est vrai que c'est un jeu avec plus de 100 fins disponibles et qui du coup, en fait, apporte, c'est vrai, une très grosse complexité à la narration et c'est d'où l'intérêt que tu as pu porter, à ce jeu notamment. Alors après ça c'est un aspect, du coup, qui fait que j'ai apprécié ce jeu. Ce qui m'a intéressé surtout en fait, c'est que ce jeu, j'ai eu l'impression vraiment qu'il me parlait à moi-même, dans le sens où, chaque action, qui est décidée implique du coup une réaction et réaction peut impliquer une autre et je remarque que c'est un trait en fait que j'ai toujours eu en fait, où, Mmh. j'essaye à chaque fois que je parle avec quelqu'un ou que je suis confronté face à quelque chose, d'essayer de voir toutes les possibilités ou tous les choix en fait, qui, seraient amenés, dépendant de si j'agis de cette façon, je dis la chose de cette façon ou, je réagis d'une autre et c'est vrai que cette expérience, en fait, était, vraiment en fait, j'avais l'impression de rentrer, dans un jeu tellement immersif, qui me mettait vraiment en relation avec moi-même. C'est vraiment extrêmement intéressant que tu puisses nous dire ça et puis c'est des questions de représentativité aussi de qui nous sommes et je pense que c'est aussi complètement, le rôle des jeux vidéo. Raphaël, pour le coup, tu leads quasiment mieux l'interview que moi puisque, on en arrive à la toute dernière partie. Ça fait malheureusement déjà, plus d'1 heure que je suis en live et du coup, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu aurais du coup un mot, quelque chose que tu aimerais partager avec toutes les personnes qui nous regardent ce soir? C'est le mot que j'aimerais partager, en fait, c'est plus ou moins une, citation qui m'a toujours marqué et que j'essaye d'appliquer au jour le jour. C'est, par rapport à mes études en art, alors je reviens plus ou moins vite fait dessus. C'est, ce que j'ai poursuivi au cours de ces 3 années, c'est vraiment cette question d'autoreprésentation et dans l'autoreprésentation, en fait, j'ai été amené à travailler sur, les études, d'une artiste peintre mexicaine, Frida Kahlo, qui a, complètement, changé ou en tout cas, essayé d'améliorer et guider ma vision, par rapport au monde. Elle a une citation, je vais vous en dire juste une partie parce qu'après sinon c'est trop long. C'est: «Si je pouvais t'offrir une seule chose dans la vie, j'aimerais te donner la capacité de te voir à travers mes yeux» et c'est quelque chose que, j'essaye d'appliquer en fait, au-delà de l'humain, mais vraiment par rapport à, toutes les interactions et toutes les situations sur lesquelles je suis confronté. J'ai toujours été plus ou moins simple et essayer de prendre, du plaisir et du bonheur, en fait, dans tout ce que je vois et dans tout ce que je vis et c'est vrai que cette citation, en fait, elle me touche dans le simple fait que, c'est, à chaque fois que je vois quelque chose de positif ou de beau, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette envie, en fait, de le partager aux autres et le fait de pouvoir, donner cette capacité aux autres de voir la beauté comme je la vois, pour moi, c'est un espèce d'idéal à atteindre. En tout cas, c'est, une des valeurs ou une des marques de fabrique, que j'ai essayé de conserver, tout au long, de mon expérience ou en tout cas, j'essaie de faire en sorte que que ce soit une des valeurs ou, un des aspects qui, ressortent le plus de ma personnalité. Essayer toujours de faire ressortir, ce qui est positif dans les gens, essayer d'apporter un sourire, d'essayer en fait, de laisser ma marque sans forcément, que ça vienne de moi ou que ça donne l'impression que ça vienne de moi, mais plutôt que c'est quelque chose qui était déjà inné ou, en fait, que la personne, enfin que mon, interlocuteur possède déjà, mais juste qu'il, ait cette possibilité de le réaliser ou de le voir de manière beaucoup plus facile. Mais est-ce que tu veux prendre ma place pour hoster les prochaines émissions de Good Luck Have Raphaël? Non, sans plaisanterie, vraiment, c'est extrêmement beau ce que tu dis et merci beaucoup pour ce partage. Je pense que c'est très important de tous garder ça en tête aussi, la façon dont on évolue aussi bien personnellement que professionnellement, prendre du recul aussi par rapport à toutes les situations que l'on peut croiser et parfois essayer de se mettre à la place des gens qui nous entourent parce que, j'imagine que ça fait, énormément de bien.
C'est malheureusement déjà la fin de cette émission, c'est toujours trop court, mais c'était vraiment un vrai plaisir de pouvoir apprendre à te connaître, de pouvoir également découvrir, tes nombreux métiers et ce métier qui est, névralgique au sein de l'industrie du jeu vidéo, celui de la logistique et de l'organisation. C'est aussi l'occasion pour moi de toutes et tous vous remercier, les personnes qui nous ont suivis. On a été 20 en moyenne ce soir et c'était extrêmement enrichissant et intéressant. Raphaël, merci beaucoup. On se retrouve du coup très très vite tous ensemble et puis j'imagine qu'on aura l'occasion de rediscuter quand on fera un jeu, un let's play. Je crois qu'il nous reste Alan Wake à finir, donc n'hésitez pas à me rejoindre là, normalement, ce vendredi. Et puis, j'en profite également, pour vous inciter toutes et tous, si jamais vous avez un petit peu, de temps, voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch ou à vous abonner. Évidemment, avec Prime, c'est gratuit pour soutenir ce concept. Je sais que c'est quelque chose que je dis peu souvent, mais ça fait toujours énormément plaisir et ça me permettra d'envisager sereinement la suite de cette émission. Raphaël, merci beaucoup pour ta présence ce soir. Merci à toi également, Romain, et merci le chat également pour vos interactions et pour avoir suivi ce petit épisode. C'était très intéressant de voir en fait du coup également l'expérience de ce côté plutôt que de suivre de l'autre, à essayer d'interagir du coup avec l'interlocuteur. Et puis mon petit mot de la fin, c'est également une autre citation de Frida Kahlo. C'est: «Pour créer son paradis, il faut puiser dans son enfer personnel». C'est Du beau. coup, essayez de choper tout ce qui est mauvais dans votre vie et d'essayer d'en faire justement une source de motivation et faire en sorte que ce soit un vecteur d'amélioration. Eh ben écoute, merci beaucoup pour tous ces partages Raphaël, c'est vraiment, une super façon de terminer cette émission et moi j'en profite pour vous souhaiter à toutes et tous du coup une excellente soirée. Ce live sera disponible en podcast et en replay sur YouTube dès lundi prochain et pour celles et ceux qui me suivent sur Twitch, il est d'ores et déjà, dans les vidéos en replay pendant 2 semaines. Merci beaucoup Raphaël, passe une excellente soirée et au revoir tout le monde. Merci pour votre présence ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.